Saviez-vous que la Constitution des États-Unis a été rédigée par peur de l'Algérie ? Un choc, une vérité oubliée, révélée aujourd'hui par l'histoire, la Constitution américaine a été écrite par crainte de l'Algérie. Une affirmation qui semble incroyable, presque provocatrice. Et pourtant, ce ne sont pas des mots en l'air, c'est la lecture audacieuse du chercheur algérien Mohamed Domir, qui a remis en lumière l'un des épisodes les plus fascinants et méconnus de l'histoire géopolitique mondiale. À la fin du XVIIIe siècle, les 13 colonies américaines, tout juste libérées de la tutelle britannique après 1776, se retrouvaient faibles, éclatées, incapables de lever des impôts ou de maintenir l'ordre. La tentative d'union à travers les Articles of Confederation n'était qu'un fil fragile, une simple amitié entre États, sans pouvoir central réel. Mais en août 1785, un coup de tonnerre éclate en Méditerranée. L'Algérie, puissance maritime redoutée, déclare la guerre aux jeunes États désunis. Les navires américains sont arraisonnés, les marins réduits en esclavage et la Méditerranée devient pour les Américains un champ miné où le commerce s'écroule. Ce choc révèle l'impasse. Seule une union forte pouvait protéger les États-Unis. En 1787, les délégués se réunissent à Philadelphie pour rédiger un nouveau texte. Derrière les débats, les articles de presse et les discours, l'ombre d'Alger plane. Les sources l'attestent. Le diplomate John Jay affirmait qu'une Amérique unie ferait trembler les Algériens. Alexander Hamilton avertissait que New York, isolé, ne pourrait jamais se défendre contre les corsaires d'Alger. Dans les pamphlets et journaux de 1788, les Algériens étaient qualifiés de tyrans et de barbares qui forçaient l'Amérique à choisir entre la Constitution ou l'effondrement. Même les opposants au projet, en minimisant la peur exagérée des Algériens, confirmaient à quel point cette menace était centrale dans les esprits. Et comme l'écrit l'historien américain Thomas Bailey en 1940, indirectement, le Dey féroce d'Alger fut l'un des pères fondateurs de la Constitution des États-Unis. Ainsi, ce que l'on croyait être une simple guerre de course fut en réalité un tournant géopolitique majeur. L'Algérie, par sa puissance maritime, força les jeunes États-Unis à dépasser leurs divisions et à donner naissance à l'un des textes fondateurs les plus durables de l'histoire moderne. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Comment la lointaine régence d'Alger, cette puissance méditerranéenne, a pu avoir un rôle non négligeable dans la naissance même de l'État fédéral américain. Et de sa constitution ? Oui, c'est un angle mort assez fascinant de l'histoire atlantique, effectivement. Fascinant, oui, ou peut-être un peu tiré par les cheveux, non ? Ah, vous trouvez ? L'idée que les pères fondateurs, quand même, ces figures quasi mythiques, aient tremblé au point de refonder tout leur système politique par peur de quelques corsaires algériens ? Ça heurte un peu le grand récit habituel, vous ne trouvez pas ? Le récit de la naissance des États-Unis fondé sur les Lumières, la liberté, la rupture avec l'Europe. Oui, le récit officiel, disons. Voilà, alors, n'est-ce pas réduire un processus hyper complexe, avec des enjeux internes, économiques, philosophiques, à une simple réaction de peur face à un acteur extérieur, qui était somme toute assez périphérique pour eux à ce moment-là ? Périphérique, vous êtes sûr ? Enfin, je veux dire, était-ce vraiment un facteur décisif ou juste un prétexte, une péripétie parmi d'autres ? C'est une excellente question. Prétexte ou cause profonde. Pour y voir clair, il faut vraiment se replonger dans ce qu'étaient les États-Unis juste après l'indépendance, avant 1787. D'accord. On est très loin de l'image d'Épinal, hein. La nation unie et forte, ça n'existe pas encore. Il fonctionne sous les articles de la Confédération. C'est à peine un État. Une ligue d'amitié, c'est ça ? Exactement. Une ligue d'amitié entre 13 États souverains, et surtout très jaloux de leurs prérogatives. Le Congrès continental. Quasiment aucun pouvoir réel. C'est-à-dire ? Pas le droit de lever des impôts directement, pas de politique commerciale commune, pas d'exécutif fort. Et le point crucial pour notre discussion, pas de marine militaire digne de ce nom. Ah oui, quand même. Chaque État a sa petite milice, quelques bateaux parfois, mais aucune force capable de se projeter en haute mer ou de défendre le commerce. C'est une entité faible, désunie, incapable de se faire respecter.
Une faiblesse qui devait violemment contraster avec la situation méditerranéenne, j'imagine. Exactement. Là, en face, vous avez la régence d'Alger. Bon, en théorie, elle est vassale de l'Empire ottoman, mais dans les faits, c'est une puissance maritime autonome. Et redoutable. Redoutable à quel point? Sa flotte contrôle une bonne partie de la Méditerranée occidentale, et même l'Atlantique proche. Ce n'est pas juste une petite bande de pirates. Alger impose sa loi aux grandes nations européennes. Même l'Angleterre, la France? Ah oui, l'Espagne, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Suède, tous, à un moment ou un autre, payent tribut à Alger. Un tribut? Carrément? Oui, sous forme de cadeaux, de rançons pour les captifs ou de traités très coûteux. C'est le prix à payer pour assurer la sécurité de leur commerce. Ne pas avoir de traité avec Alger, c'est s'exposer à des pertes énormes. Donc Alger était un acteur incontournable? Absolument. Un acteur géopolitique qui maîtrisait parfaitement, disons, la diplomatie par la force. Et les jeunes États-Unis, tout juste sortis de leur guerre d'indépendance, se retrouvent face à ça, sans la protection même relative de la couronne britannique. Ils n'avaient peut-être pas anticipé ce problème. C'est tout à fait ça. Avant, en tant que colonie, leurs navires bénéficiaient, en principe, des traités de Londres. Après 1783, ils sont seuls. Et la sanction, elle tombe très vite. C'est-à-dire? En juillet 1785, 2 navires marchands américains, le Dauphin et la Maria, sont capturés au large du Portugal par des raïs algériens. Et les conséquences? 21 marins américains emmenés en captivité à Alger. Et ce n'est pas tout. En août 1785, le Dey d'Alger déclare formellement la guerre aux États-Unis. La guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun traité qui les lie. Donc pour Alger, les navires américains sont une proie légitime. C'est un choc terrible pour la jeune nation. On imagine, oui. Son commerce atlantique, vital pour son économie naissante, est menacé de paralysie complète. Et là, l'impuissance américaine éclate au grand jour. Ils ne peuvent rien faire. Rien. Pas de marine pour protéger les navires. Pas d'argent pour payer une rançon ou un tribut. Et même pas de gouvernement central capable de négocier quoi que ce soit d'efficace. Donc une vraie crise existentielle. Une humiliation nationale qui touche au portefeuille et à l'orgueil. Exactement. D'accord. Mais alors comment on passe de cette crise maritime, aussi grave soit-elle, à la refonte constitutionnelle de Philadelphie en 1787. Le lien me semble encore, un peu ténu. Il y avait d'autres problèmes, non? La dette de guerre, les tensions entre États, les révoltes comme celle de Shays. Bien sûr, le contexte était complexe. Alors, pourquoi Alger deviendrait le catalyseur principal de ce changement radical? Parce que ce qu'on appelait le péril algérien, justement, ça cristallisait de manière spectaculaire l'échec total des articles de la Confédération. C'était l'argument parfait. Parfait pour qui? Pour les partisans d'un gouvernement central fort, ce qu'on appellera les fédéralistes, Madison, Hamilton, Jay. Pour eux, l'incapacité à répondre à Alger, c'était la preuve ultime qu'une simple ligue d'amitié ne pouvait pas fonctionner. Ah, je vois. Il fallait un vrai gouvernement national, avec des pouvoirs clairs, défense, diplomatie, et surtout la capacité de lever des impôts pour financer tout ça. Et la Convention de Philadelphie, qui se réunit en plein milieu de cette crise, de mai à septembre 1787, elle baigne complètement dans ce climat d'urgence, d'humiliation. Donc, l'affaire algérienne devient un sujet central dans les débats. Un leitmotiv même, un levier rhétorique redoutable pour convaincre les délégués, et puis plus tard l'opinion publique lors des ratifications de la Constitution. Un levier rhétorique, vous le dites vous-même. On en revient à ma question initiale. Est-ce que ce n'était pas surtout une manipulation politique? C'est-à-dire ? Les fédéralistes, qui voulaient de toute façon un pouvoir central fort pour des raisons économiques, de contrôle social, n'ont-ils pas simplement sauté sur l'occasion, agité l'épouvantail algérien pour faire passer leur projet? C'est pratique, un ennemi extérieur, non? Ça permet de masquer les divisions internes, de justifier une concentration du pouvoir qui faisait peur à beaucoup d'Américains, très attachés à l'autonomie de leurs États. Bien sûr que c'était aussi une stratégie politique. Hamilton, Madison, c'était des politiques extrêmement habiles, on ne va pas le nier. Voilà. Mais réduire ça à une simple manipulation, ce serait ignorer, je pense, la profondeur réelle de la crise. Et la sincérité de l'inquiétude chez beaucoup de gens. Les preuves sont là dans leurs écrits, leurs discours. Par exemple, prenez Alexander Hamilton, dans le Fédéraliste numéro 24. Il se moque ouvertement de l'idée que les États séparément pourraient se défendre. Il demande ironiquement si l'État de New York tout seul pourrait repousser les pirates d'Alger. L'argument est cinglant, mais il touche juste. L'impuissance était évidente.
D'accord. Ou John Jay, le futur premier juge en chef. Dans le Fédéraliste numéro 3, il écrit qu'un gouvernement national fort inspirerait le respect et même la crainte. Il dit en substance « Si l'Amérique reste unie, il ne faudra pas beaucoup d'années avant que les Algériens ne craignent la hardiesse américaine. » La promesse est claire, l'union fait la force et elle mettra fin à l'humiliation. Et ça allait jusqu'à parler d'invasion. Oui, Hugh Williamson, un délégué de Caroline du Nord, va jusqu'à agiter le spectre de raids algériens sur les côtes américaines pour capturer des esclaves blancs, faute de marine fédérale pour les arrêter. C'est une menace ramenée au cœur du foyer américain, très efficace politiquement. C'est de la politique de la peur assez classique au fond. On utilise une menace lointaine, on la dramatise à fond pour obtenir des concessions politiques à l'intérieur. On peut le voir comme ça, oui. D'ailleurs, les opposants à la Constitution, les antifédéralistes, ils ne s'y sont pas trompés si ils ont dénoncé cette instrumentalisation. Tout à fait. Des gens comme Patrick Henry en Virginie ou des pamphlétaires anonymes ont accusé les fédéralistes d'exagérer ce danger algérien pour faire passer une constitution qui, selon eux, menaçait les libertés et la souveraineté des États. Oui, il y a eu des critiques très vives. Un auteur qui signait Claverack dans la presse de New York, par exemple, tournait en ridicule cette peur des Algériens. Il disait que c'était un argument fallacieux pour justifier une armée permanente et un pouvoir fédéral écrasant. Il n'avait peut-être pas tort sur ce point. La menace était-elle vraiment si existentielle pour justifier un tel séisme institutionnel ? Les antifédéralistes avaient raison de pointer la stratégie des fédéralistes, c'est certain. Mais ça ne diminue pas l'impact réel de la menace, ou du moins de sa perception. Qu'elle soit justifiée ou amplifiée. Exactement. Quoi qu'il en soit, cette peur était politiquement opérante. Très opérante même. La preuve, c'est que les antifédéralistes ont dû consacrer énormément d'énergie à contrer cet argument spécifique. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. Ce qui prouve son importance dans le débat. Voilà. Ils essayaient de le minimiser, de proposer d'autres solutions, comme des traités séparés par État, ce qui était totalement irréaliste, mais le problème algérien restait là, insoluble sous le régime des articles. Il incarnait l'impuissance américaine face au monde. Le symptôme le plus visible d'une maladie constitutionnelle grave. Donc un catalyseur. Oui, et c'est pourquoi, au-delà de la manœuvre politique, beaucoup d'historiens considèrent que cette crise a eu un effet déclencheur indéniable sur l'adoption de la Constitution. Il y a cette formule un peu provocatrice, mais très parlante, de l'historien Thomas Bailey en 1940. Qui dit quoi ? Il dit, indirectement, le décariné sauvage d'Alger fut l'un des pères fondateurs de la Constitution américaine. C'est une formule choc, en effet. Ça résume bien le paradoxe. Mais alors, concrètement, une fois la Constitution ratifiée en 1788, le nouveau gouvernement en place, en 1789, qu'est-ce qui change vis-à-vis d'Alger ? Est-ce que le simple fait d'avoir un nouveau texte a suffi à faire craindre les Algériens, comme l'espérait John Jay ? Pas immédiatement, non. La Constitution, elle donne les outils pour agir. Elle autorise le Congrès à pouvoir à la défense commune, à entretenir une marine, à lever des impôts pour financer tout ça, et elle centralise la diplomatie au niveau fédéral. C'est un changement structurel énorme. Mais il faut le temps de mettre ça en place. Exactement, ça prend du temps. L'administration Washington doit d'abord stabiliser les finances, construire l'administration, gérer d'autres crises, notamment avec l'Angleterre et la France révolutionnaire. La construction d'une vraie marine fédérale est votée en 1794, en partie à cause des barbaresques, mais les premiers navires ne sont prêts que des années plus tard. Donc, dans les médias, la solution n'est pas militaire. Non, elle reste diplomatique et financière. Après des négociations très longues, très complexes, menées notamment par le diplomate Joël Borloo, les États-Unis signent enfin un traité de paix et d'amitié avec Alger. C'était en septembre 1795. Ah, enfin ! Un traité qui met fin à la guerre, qui libère les captifs américains. C'est une victoire diplomatique pour la jeune République alors. Une victoire, oui, mais une victoire qui coûte très cher. Et c'est là qu'est toute l'ambiguïté, qui en dit long sur la position réelle des États-Unis à ce moment-là. C'est-à-dire ? Ce traité de 1795, il est historique, c'est vrai. Premier traité américain avec un État musulman, nord-africain, une reconnaissance internationale importante. Mais il est extrêmement coûteux. Coûteux comment ? Pour obtenir la paix, la libération de la centaine de marins encore captifs, certains depuis 10 ans, et garantir la sécurité future des navires, les États-Unis s'engagent à payer une somme énorme pour l'époque. Plus de 640 000 $ en une fois. Plus un tribut annuel en fourniture navale d'une valeur de plus de 21 000 $. C'est colossal pour leur budget de l'époque, non ? C'est gigantesque. En clair, les États-Unis achètent la paix.
Ils achètent la sécurité de leur commerce. Ce n'est pas du tout une négociation d'égal à égal. C'est la reconnaissance pragmatique, et pour certains très humiliante, qu'ils n'ont pas encore la force militaire d'imposer leur volonté. Il faudra attendre plus tard pour ça? Oui, il faudra attendre les guerres barbaresques du début du 19e siècle pour que le rapport de force commence vraiment à s'inverser. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cet épisode, qui est au départ une démonstration de faiblesse et une solution diplomatique coûteuse, va être ensuite, intégré, transformé même dans la mémoire américaine. Vous parliez de la peur, mais est-ce qu'Alger ne devient pas aussi une sorte de figure repoussoire, presque nécessaire à la construction de l'identité américaine? Ah oui, tout à fait. L'incarnation de l'autre, le barbare face auquel la jeune République peut affirmer sa propre vertu, sa destinée manifeste peut-être déjà. Absolument. Au-delà de l'impact politique direct, Alger prend une dimension symbolique et culturelle énorme dans l'Amérique de cette époque. On le voit partout, dans la presse, les pamphlets, au théâtre et même dans la poésie politique. Une obsession presque. Oui, une obsession. C'est l'autre tyrannique, le despote oriental, le pirate cruel. Cette image, souvent très caricaturale, nourrie de stéréotypes orientalistes, elle sert de miroir inversé à l'idéal républicain américain. Et combattre Alger devient un objectif national. Ou du moins, aspirer à le faire respecter. Ça devient une partie du projet national. On trouve des poèmes enflammés qui prédisent le jour où le drapeau américain fera trembler les murs d'Alger. Le Dey lui-même est parfois dépeint comme un monarque très puissant, presque l'égal des rois d'Europe, ce qui paradoxalement rehausse l'importance de l'adversaire. C'est une figure complexe donc. Très complexe. Crainte, méprisée et en même temps utilisée pour forger une cohésion nationale face à l'adversité extérieure. Ce qui nous ramène au paradoxe de départ, mais avec une dimension supplémentaire. On a une puissance nord-africaine, Alger, qui agit selon sa propre logique en Méditerranée. Oui. Elle provoque une crise qui révèle la fragilité d'une jeune nation de l'autre côté de l'Atlantique. Cette crise est ensuite utilisée, instrumentalisée, par une partie de l'élite politique pour imposer une nouvelle structure, l'État fédéral. C'est ça. Ce nouvel État, encore faible militairement, finit par acheter la paix à cette même puissance algérienne, obtenant au passage une reconnaissance importante. Et tout ça est enrobé dans un discours culturel qui fait d'Alger un symbole repoussoir, essentiel pour construire l'identité américaine. C'est une chaîne de conséquences assez folle, non? C'est tout à fait ça. Une chaîne de conséquences inattendues où la périphérie méditerranéenne influence directement le cœur politique du Nouveau Monde. Ça montre bien les limites des récits nationaux centrés sur eux-mêmes. Exactement. L'histoire de la Constitution américaine, elle ne s'est pas écrite seulement à Philadelphie, entre les murs d'Independence Hall. Elle a aussi été influencée par les vents de la Méditerranée, par les décisions prises à Alger, par la peur bien réelle qu'inspirait cette puissance navale à une Amérique encore en construction. Une peur qui a servi d'argument décisif. Un argument puissant, peut-être décisif, oui, pour surmonter les résistances internes à l'unification, pour créer un État capable d'agir sur la scène internationale. Donc, si on résume, l'impuissance initiale face à Alger catalyse le débat constitutionnel. La menace algérienne devient un outil politique pour les fédéralistes. La Constitution de 1789 donne les moyens, mais la solution immédiate est le traité de 1795, coûteux mais crucial. C'est un bon résumé. Et il ne faut pas oublier la dimension symbolique. Alger s'ancre dans l'imaginaire américain comme cet autre, ce défi à relever. Une dynamique qui souligne vraiment l'interconnexion profonde des espaces géopolitiques, même à cette époque. Absolument. Et ça rappelle que la construction des États, des identités, est souvent façonnée par des interactions très complexes avec l'extérieur, parfois de manière totalement contre-intuitive. La peur d'Alger qui contribue à forger l'Union américaine. C'est une leçon d'histoire qui invite à dépasser les narrations un peu trop simples. Tout à fait. Une histoire qui montre que même les pères fondateurs peuvent être bousculés par des acteurs qu'ils ne contrôlent pas du tout, et que les fondations d'une nation reposent parfois autant sur la peur et le pragmatisme que sur de grands idéaux. De quoi réfléchir, en effet. Un épisode qui mériterait d'être bien mieux connu, je crois, pour saisir toute la complexité des origines de la puissance américaine.